continuons de parler de la situation américaine avec Thierry Gill, je le disais, président de Raymond James Euro Equities. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour Grégoire. Sur cette idée de soft landing, qui était une idée qui regagnait en traction jusqu'à hier 14h30, effectivement. Est-ce que c'est une idée qui est morte et enterrée pour vous aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore un chemin possible vers un atterrissage en douceur de l'économie américaine ? Ça s'éloigne, comme disait Julien à l'instant. Je crois que très clairement, le chiffre d'hier est venu un petit peu rebattre les cartes. Mais là où on rejoint un petit peu l'analyse qui vient d'être faite, c'est qu'on a plus le sentiment qu'il faut mettre ça un petit peu en perspective. Le chiffre d'hier est probablement, je dirais pas un peu une métastase sur l'approche de l'inflation, mais il faut remettre les choses un petit peu dans la durée. Et on pense malgré tout, en tout cas chez Raymond James, que le pire de l'inflation aux États-Unis est plutôt derrière nous. Voilà. Il y a encore quelques mois, souvenez-vous, quand on regardait l'inflation, les gens regardaient le corps et nous on disait non, il faut regarder les chiffres dans la globalité, prenant en compte l'alimentaire, l'énergie ou autre, et on ne peut pas tout d'un coup changer son fusil d'épaule aujourd'hui en disant on fait fi de la partie énergétique qui s'est plutôt bien comportée, les prix ont baissé comme on l'a dit à l'instant, alors que sur l'aspect corps, le chiffre n'était très clairement pas attendu. Moi, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est dans l'ampleur de la baisse d'hier, c'est que ça n'a pas embarqué les marchés européens dans la même amplitude de baisse. En général, lorsqu'on creuse au plus bas, et New York a fini au plus bas hier, que ce soit sur le SPI ou sur le Nasdaq, les marchés européens ont plutôt bien réagi. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Est-ce que ça veut dire que l'idée d'un pivot de la Réserve fédérale américaine, alors évidemment qu'elle est légitime. La question, c'est la question du timing. À quel moment est-ce que la problématique de croissance redeviendra prépondérante ou en tout cas deviendra importante, suffisamment importante pour que la Fed peut-être adoucisse un petit peu le rythme de son resserrement monétaire. Comment vous voyez évoluer justement là, cette économie américaine, encore très résiliente, hein, on l'a vu sur les créations d'emplois, sur la consommation, même sur les perspectives manufacturières, il y a encore quelque chose de très fort dans cette économie américaine. Thierry. Alors, c'est difficile, très clairement, il ne faut pas s'attendre de pivot pour cette année. On verra si on a une ouverture en début d'année prochaine. Le point de 4,3 ou 4,4% qui pourrait être un petit peu le pic atteint, c'est un petit peu ce que tout le monde a un petit peu en tête. Mais de la part de la Fed, il n'y aura pas de pivot avant. Très clairement, il y a une volonté de réussir à faire baisser cette inflation corps, en tout cas. Même si chez nous, on a une approche plutôt assez constructive parce que au-delà des phénomènes liés aux matières premières ou bien qu'elles soient alimentaires ou que ce soit énergétique, nous, ce qui nous importe, c'est beaucoup la partie salariale, la partie salaire. Et c'est ce sur quoi notre stratégiste qui était présent à Paris a beaucoup insisté, d'où sa comparaison qui peut être un petit peu assez troublante, de comparer la période actuelle plus à ce qui s'est passé, ce qu'on a déjà évoqué il y a un certain nombre de mois avec vous, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On pense qu'on est plus dans la seconde partie des années 40 que nous ne sommes dans les années 70. Voilà, avec finalement une normalisation qui va prendre du temps, mais qui a l'air pour nous réellement enclenchée. Ben, regardons, parce que vous êtes venu avec un des graphiques présentés par votre stratégiste américain. Pour comprendre où va l'économie américaine, il faut essayer de comprendre alors, ce qui se passe sur le marché du travail, avec la sécurité de l'emploi aujourd'hui, qu'apporte l'économie américaine aux salariés américains, et ce qui se passe du côté du consommateur américain, qu'il soit salarié ou non, d'ailleurs. Quels sont les enseignements alors, de la période post-World War II, qui est votre période de référence, justement, Thierry? Si vous regardez, c'est marqué en bas, si vous voulez, les chiffres de la Federal Reserve de Saint-Louis. On a regardé un petit peu la configuration de l'épargne des Américains sur des durées très longues. Je crois qu'il a cité le chiffre de presque 80 ans. Ça, c'est le taux d'épargne, hein, c'est ça? Ouais, c'est l'épargne qu'on accumule par rapport à ses revenus. Et on voit le pic, d'ailleurs, effectivement, de la période Covid avec les effets chèques. La ligne pointillée que vous voyez en bas représente à peu près le taux d'épargne qui se situe en général sur un niveau de 7,5. Quand vous regardez l'évolution sur une grande durée, vous avez deux grandes périodes durant lesquelles, en fait, l'épargne a gonflé énormément. Seconde Guerre mondiale et ce qu'on vient de vivre sous les époques Covid. C'est assez étonnant, car c'est assez stable, en fait, l'épargne des gens. Et donc, c'est pour ça qu'il est parti de cette comparaison, est allé voir la différence. Et en fait, la similitude tient du fait qu'à l'époque, c'est une guerre, là, c'est le Covid, ça y ressemble étrangement. Ouais, un bouleversement structurel. On a tout fermé et à un moment donné, tout se réouvre. Donc quand vous avez ce genre de phénomène qu'on a eu l'occasion d'évoquer, vous créez du fait des injonctions de la Fed, des autorités monétaires, une bulle.
une bulle d'actifs. Et donc ces excès de bulles qu'on a vécu récemment entre 2020 et 2021, sur toutes les classes d'actifs, c'était pas normal que les obliges montent autant que l'equity, tout a monté, l'art, le bitcoin, etc. Il y a un moment donné, cette bulle explose. C'est ce qu'on vit sur les marchés financiers depuis quelques temps. Tous les actifs, le marché obligataire a baissé également. Et cet éclatement, cette déflation en fait que l'on a de certains actifs va se traduire par de l'inflation sur les services et sur les biens. Et sur les biens en premier lieu. Et on sait tous que la période pendant laquelle on a évolué sous Covid, les gens se sont beaucoup tournés vers les goods, vers les biens en quelque sorte, parce que les services, vous ne pouviez pas en avoir, vous ne pouviez pas sortir, vous ne pouviez pas voyager, etc. Et c'est ce qu'on vit maintenant. C'était l'argument de l'inflation transitoire, je le rappelle au passage. Ce n'est pas un argument qui était totalement délirant. On voit aujourd'hui quand même une partie de ces prix qui rebaissent, et c'est normal. Oui, oui. Alors, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que la dernière partie que vous voyez bleue, elle est en fait sous la ligne pointillée. On voit bien que le taux d'épargne américain qui est situé à 7,5, les gens ont je dirais, pour parler un peu vulgairement, taper dans leur épargne. Et on est actuellement sur un niveau qui est largement en dessous. Vous allez être confronté dans les semaines et les mois qui viennent à des choses assez importantes. Entre autres, il n'y aura plus d'aide au niveau des étudiants, même si, dans le cadre du programme qu'a voté Biden, on va abandonner. Et ce n'est pas forcément bien vu politiquement aux États-Unis, c'est clair. Mais ça peut être inflationniste. Mais le consommateur américain va devoir revoir son logiciel de pensée. Et c'est assez normal parce qu'en fait, après cette période où on était un peu restreint, et regardez ce qui s'est passé ces derniers mois, les gens ont beaucoup dépensé, beaucoup voyagé, ils sont allés au restaurant, acceptant parfois des hausses de prix très sensibles, que ce soit en France ou aux États-Unis. Les tarifs parfois c'était des croissances à deux chiffres. Les gens d'en avaient cure, ont beaucoup dépensé. Là, il va y avoir un effet, je dirais, de retour, ce qui porte en soi les germes d'une décélération de l'inflation. Voilà. Vous dire après, essayer de voir dans le mar de café, est-ce que c'est dans un mois ou un mois et demi, on pense qu'on est sur ce train, en tout cas. Bon, et il y a ces effets d'inertie qu'on a décrits avec Julien, avec vous aussi, Thierry, qui sont alors pour le coup très compliqués à mesurer, et on touche à la psychologie du consommateur, des salariés également. Donc bon, ce sont des phénomènes qui prennent du temps effectivement avant de se matérialiser. Comment est-ce que tout ça se traduit en matière d'investissement? Alors il y a cette petite journée noire hier, quand même, un petit choc de marché qu'on n'avait pas vu de cette ampleur depuis juin 2020 pour les actions américaines. C'est le Nasdaq qui a pris le plus gros de la baisse hier. On est toutefois avec des indices américains qui sont encore au-dessus des points bas du mois de juin. C'est peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs. Je ne sais pas si ces points bas sont quelque chose de solide dans l'esprit de votre stratégiste, Thierry. Et il y a toujours quelque chose à faire en matière d'investissement. Oui. La question, c'est quoi? Oui, on peut toujours faire trois choses. On peut ne rien faire, on peut acheter ou on peut chercher à vendre. Les 3666 qu'on a touchés au mois de juin dernier, chez nous en tout cas, on pense qu'on ne les reverra pas. Voilà. Ça, c'est... Alors après, rien n'est écrit dans le marbre et on va essayer de l'expliquer. On part du principe que les marchés, en fait, généralement établissent un point bas quand les analystes réalisent leur révision de résultats. C'est un peu ce qui nous manque depuis un bout de temps et on est en train de le faire. Chez nous, alors si on regarde les profits, on parle des profits du S&P 500. Sur 2023, 2022, on s'en moque un peu, l'année est quasiment terminée. Donc tout le monde a les yeux rivés sur 23. Le consensus est trop élevé. FactSet aujourd'hui, consensus de mes confrères, la moyenne tourne à peu près sur des niveaux de 241, 242 $. C'est beaucoup trop élevé. Nous, on est depuis fin juin sur des niveaux de 215 $. Ça donne quel type de progression? Parce que en dollars, c'est la baisse par rapport à 2022. Pour vous donner les chiffres, 2022, le consensus, c'est 222. Nous, on est à 220. Donc, c'est une légère baisse de 3-4% sur l'année calendaire. La question, c'est l'année prochaine. Et nous, on revoit une baisse des profits. Certaines personnes nous disent donc vous êtes très négatif. Je dis non, parce que le bon côté, c'est que s'il se passe ce que l'on pense, c'est-à-dire qu'on arrive à juguler l'inflation, la bourse est un phénomène dynamique, pas statique, vous allez avoir une bonne nouvelle, c'est que les taux, vous allez avoir une revalorisation de PE. Quand vous regardez le marché américain sur 2022, la première partie de l'année, c'est un de-rating du marché. Les profits n'étaient pas mauvais. Non. La clé maintenant, elle appartient au dénominateur, aux earnings, dans le ratio du PE. Et là, le travail doit être fait. Un certain nombre l'ont fait, tout le monde ne l'a pas fait. Ça va être fait quand? On est en train de le faire. Quel timing? Alors, dans stratégie, ça a remarqué quelque chose d'assez drôle hier, c'est que vous preniez... Quand les analystes ont établi le point bas dans la prévision de profit, après le crack du Nasdaq, c'était en mars 2001. Quand vous le prenez en 2009, après la Great Financial Crisis, la crise de subprime, c'est mars 2009.
Alors, je ne dis pas que ça va forcément se répéter, mais si quelque part on devait lire un petit peu dans une boule de cristal, on devrait avoir des analystes qui fassent le job dans les semaines et les mois qui viennent. Un marché qui pourrait toucher son point bas pratiquement de manière concomitante avec l'apparition des signes d'une récession constitue plus ou moins entre Q1 et Q2. Et je ne rentre pas dans le débat si elle sera forte ou pas. La réalité, c'est que je pense que personne ne le sait vraiment. Et c'est là où on pourrait trouver... Alors, est-ce qu'on va aller plus bas que le niveau de juin ? Pas nécessairement, mais ce qu'on appelle l'absolute bottom, c'est-à-dire le point qui serait le point de départ d'un mouvement de hausse, on les verrait bien de manière durable plutôt en début d'année prochaine. Alors, est-ce qu'on fait rien entre-temps pour répondre à votre question rapidement ? La réponse est non, d'où le tableau que vous avez sous les yeux. Le travail qui a été fait consistait à segmenter le marché en 9 sous-secteurs. Vous avez, au-delà de la ligne horizontale noire, 3 grands indices qui sont au-dessus de la moyenne mobile. En fait, on prend les PE de marché et qui sont, je dirais, quelque part encore un peu cher, même si vous êtes sur un peu en dessous de 18 sur le PE du SPI. Et donc, ce n'est pas là où on irait chercher de la performance. Il y a un décalage qui est rarement vu en bourse en général entre les large cap et les mid cap aux US. Vous avez un écart de PE de 1 à 2 points. Et ce qui n'est pas normal, c'est la valorisation des mid cap américaines qui est très basse. Ouais. Vous dites là, il y a une question de taille. C'est même plus une question de style, value, growth. C'est sur la taille que ça se joue. Exactement. Il y a le côté blue chip rassurant et quelque chose qu'on ne veut pas croire du côté des petites et moyennes capitalisations américaines. Il y a 18 mois, je vous disais, il fallait mieux être value que croissance. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la segmentation, c'est pas en termes de style, c'est en termes de taille. Et d'autant plus, quand vous pensez cet univers mid ou small, vous êtes sur un univers pur US. Or, la zone américaine devrait mieux tirer son épingle du jeu que toute autre zone. Et surtout, vous n'êtes pas pénalisé par l'impact dollar. Merci beaucoup, messieurs. Merci Thierry Gill, président de Raymond James Equity, et Julien Tisserand, je le rappelle, Edmond Rothschild Asset Management, qui étaient nos invités de la mi-journée dans Smart Bourse, en direct sur Bismart. On se retrouve à 17h ce soir pour une nouvelle émission.